Chapitre 24. Bonaparte était débarqué le 1er mars à midi au golfe Juan et marchait sur Paris. Les hommes d'une autre génération, ceux qui ne vivaient pas à cette époque, ne sauraient se faire une idée de l'effet que produisit cette nouvelle lorsque le 7 mars, au matin, on lut dans le Moniteur les lignes suivantes. Proclamation. Nous avions le 31 décembre dernier ajourné les chambres pour reprendre leur séance au 1er mai. Pendant ce temps, nous nous livrions sans relâche à tous les travaux qui pouvaient assurer la tranquillité et le bonheur de nos peuples. Cette tranquillité est troublée, ce bonheur peut être compromis par la malveillance et la trahison. Figurez-vous, cher lecteur, un de ces bons bourgeois, abonnés au Moniteur, et il y en a peu, mais il y en a, et figurez-vous un maire, un préfet, un sous-préfet, un de ces hommes qui, par devoir, par position, par dévouement, sont obligés de lire la prose du gouvernement, figurez-vous un de ces hommes ouvrant négligemment la feuille officielle qu'il lit tous les matins pour l'acquit de sa conscience, et tombant sur ce premier paragraphe, terminé par les mots inquiétants de malveillance et de trahison. « Tiens, dit-il, qu'y a-t-il donc ?» Et il continue. « Si les ennemis de la patrie ont fondé leur espoir sur les divisions qu'ils ont toujours cherché à fomenter, ces soutiens, ces défenseurs légaux renverseront ce criminel espoir par l'inattaquable force d'une union indestructible. » Non, certainement qu'on renversera ce criminel espoir, dit le bourgeois, qui ne sait pas encore où on le mène. Non, certainement que nous renverserons ce criminel espoir, dit le fonctionnaire public, qui se figure qu'il s'agit de quelque conspiration de sous-officiers. Seulement, le bourgeois se retourne vers sa femme, fait un signe de tête et répète « par l'inattaquable force d'une union indestructible ». Et il ajoute, comme il écrit bien le gouvernement. Et puis, bourgeois ou fonctionnaire public, le lecteur continue. À ces causes, ouït le rapport de notre amé et féal chevalier chancelier de France, le sieur d'Ambray, commandeur de nos ordres, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Ah, voyons ce qu'ordonne le roi, dit le lecteur. Article 1er. La Chambre des pairs et celle des députés des départements sont convoquées extraordinairement au lieu ordinaire de leur séance. Article 2. Les pairs et les députés des départements absents de Paris s'y rendront aussitôt qu'ils auront connaissance de la présente proclamation, donnée au château des Tuileries le 6 mars 1815 et de notre règne le 20e, signé Louis. « Tiens, dit le bourgeois, c'est drôle, on ne dit pas pourquoi l'on convoque les chambres. »« Tiens, dit le fonctionnaire public, on convoque les chambres extraordinairement, et l'on n'indique pas le jour de la convocation. Diable, il faut que la situation soit grave pour causer un pareil oubli. »« Ah, disent-ils tous les deux, ordonnance, lisons l'ordonnance, elle nous apprendra peut-être quelque chose. » Ordonnance. Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur d'Ambry, commandeur de nos ordres, nous avons ordonné et ordonnons, déclaré et déclarons ce qui suit. Article 1er. Napoléon Bonaparte est déclaré traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Oh, dit le bourgeois, qu'imprime-t-il donc là? Ils se sont trompés. Est-ce que Napoléon n'est pas enfermé dans une île? Si fait, répond la femme, dans une île qu'on appelle l'île d'Elbe même. Eh bien, alors, il n'a pas pu s'introduire dans le département du Var. Il y a probablement un erratum plus loin. Continuons. Hein, s'écrie le fonctionnaire, que disent-ils donc là? Napoléon s'est introduit à main armée dans le département du Var? Ah, diable, c'est grave cela. Ah, heureusement que j'ai le cousin de ma femme qui est parent du valet de chambre de l'empereur, de sorte que si, par hasard, continuons. Et tous deux continuent. Il est en conséquence enjoint à tous les gouverneurs, commandants de la force armée, garde nationale, autorité civile et même aux simples citoyens, de lui courir sus. De lui courir sus, interrompt la femme du bourgeois. Que veut dire cela, de lui courir sus? Parbleu, c'est bien simple, cela veut dire, de lui courir sus, mais tu m'interromps à l'endroit le plus intéressant.
De lui courir sus, murmure le fonctionnaire public. Je ne suis pas fâché de n'être point maire, sous-préfet ou préfet dans le département du Var. Et tous deux reprennent. De lui courir sus, de l'arrêter et de le traduire incontinent devant un conseil de guerre qui, après avoir reconnu l'identité, prononcera contre lui l'application des peines portées par la loi. Article 2. Seront punis des mêmes peines et comme coupables des mêmes crimes les militaires ou employés de tout grade qui auront accompagné ou suivi le dit Bonaparte, à moins que, dans le délai de 8 jours, ils ne viennent faire leur soumission. Article 3. Seront pareillement poursuivis et punis comme fauteurs et complices de rébellion tous administrateurs civils et militaires, chefs ou employés payeurs ou receveurs de deniers publics, même les simples citoyens qui prêteraient directement ou indirectement aide et assistance à Bonaparte. Article 4. Seront punis des mêmes peines, conformément à l'article 102 du Code pénal, ceux qui, par des discours tenus dans les lieux ou réunions publiques, par des placards, affiches ou des écrits imprimés, auraient pris part ou engagé les citoyens à prendre part à la révolte ou à s'abstenir de la repousser. Donné au château des Tuileries le 6 mars 1815 et de notre règne le 20e, signé Louis. Le bourgeois relit. La chose n'est pas plus claire pour lui. Le fonctionnaire n'a pas besoin de relire, il a tout compris. A-t-on idée d'une pareille nouvelle annoncée à la France de pareille façon ? Que les abonnés du Moniteur aient compris du premier coup, ou aient été obligés de relire à 2 fois, la catastrophe n'en fit pas moins une explosion rapide et bruyante. 10 minutes après que le Moniteur avait été ouvert à la mairie de Villers-Cotterêts, l'événement fut connu d'un bout à l'autre de la ville, et chaque maison sembla pousser d'elle-même ses habitants dans la rue. Tous les autres journaux gardaient le silence. Voici comment la nouvelle était arrivée à Paris et avait amené la proclamation et l'ordonnance que nous venons de lire. C'était de Lyon que, le 5 mars au matin, la nouvelle du débarquement au Golfe-Juan avait été transmise à Paris par le télégraphe. On comprend ce retard, la ligne télégraphique s'arrêtant à cette époque à Lyon. Un courrier expédié le 3 de Marseille par le commandant militaire avait apporté, dans la nuit du 4 au 5, cette nouvelle à son collègue du département du Rhône. Le télégraphe était dans les attributions de M. de Vitrolles, ministre d'État, secrétaire des conseils du roi. Ce fut lui qui reçut la dépêche, place Vendôme, où étaient ses bureaux. Il ne prit pas même le temps de faire mettre les chevaux à sa voiture et courut à pied aux Tuileries pour communiquer la dépêche au roi. Elle était conçue en ces termes. Bonaparte a débarqué le 1er mars près de Cannes, dans le département du Var, avec 1200 hommes et 4 pièces de canon. Il s'est dirigé sur Digne et Gap pour prendre à ce qu'il paraît la route de Grenoble. Toutes les mesures sont prises pour l'arrêter et déjouer cette tentative insensée. Tout annonce le meilleur esprit dans les départements méridionaux. La tranquillité publique est assurée. Louis XVIII prit la dépêche des mains de M. de Vitrolles et la lut avec la plus grande tranquillité. Et puis, après l'avoir lue, « Eh bien, demanda-t-il. « Eh bien, sire, dit M. de Vitrolles, j'attends les ordres de votre majesté. » Louis XVIII fit des épaules un mouvement qui signifiait « Est-ce que cela me regarde, moi ?» Et puis, tout haut, « Allez voir le maréchal Soult, fit-il, et dites-lui de faire ce qui est nécessaire. » Monsieur de Vitrolles courut chez le maréchal Soult, mais il n'eut pas besoin d'aller jusqu'au ministère de la guerre. Il rencontra le maréchal Soult sur le Pont-Royal. Tous deux revinrent aux Tuileries. Le maréchal niait la véracité de la nouvelle. Il la niait si bien qu'il répondit au commandant militaire qu'il recevrait des ordres le lendemain. C'était un jour perdu quand il n'eût pas fallu perdre une seconde. Cependant, vers 10 heures du soir, on décida que M. le comte d'Artois partirait pour Lyon et M. le duc de Bourbon pour la Vendée. Le lendemain, 6, les journaux se turent, mais le télégraphe parla de nouveau. Il annonçait que, décidément, Napoléon s'avançait sur Grenoble et sur Lyon par Digne et Gap.
Ce fut alors seulement à 2 heures de l'après-midi à peu près qu'on décida la réunion des chambres et que l'on rédigea la proclamation et l'ordonnance que nous avons lues dans le Moniteur. Villers-Cotterêts était une ville plutôt royaliste que bonapartiste. Le château, qui sous Louis XV et sous Louis XVI avait été habité par le duc d'Orléans, par madame de Montesson et leur cour, le château où Philippe Égalité venait passer ses fréquents exils et faire ses plus belles chasses, la forêt de laquelle vivent la moitié de la population ouvrière qui y trouve de l'ouvrage et les 3/4 de la population pauvre qui en tire de la faine et du bois, la forêt qui fait partie des apanages de la maison d'Orléans depuis le mariage de Philippe, frère du roi Louis XIV avec Marie-Henriette, le château et la forêt, disons-nous, avaient répandu dans la ville des traditions aristocratiques qui étaient bien loin d'avoir effacé la Révolution qui avait mis des soldats et l'Empire qui avait mis des mendiants dans cette demeure des anciens princes. La première impression que produisit cette nouvelle du débarquement de Napoléon au golfe Juan fut donc plutôt hostile que joyeuse. Les femmes surtout se distinguaient par une bruyante effervescence et par des menaces qui allaient jusqu'à l'imprécation. Parmi ces femmes, il y en avait une plus ardente, plus animée que toutes les autres, c'était la femme d'un chapelier nommé Cornu. Ceux donc pour lesquels ce retour était, je ne dirais pas une joie, à cette époque nul ne pouvait deviner cette marche rapide qui, 13 jours après celui où l'on apprenait son débarquement sur le point le plus éloigné de France, devait conduire Napoléon aux Tuileries, ceux pour lesquels, disons-nous, ce retour était non pas une joie, mais une espérance, ceux-là, au lieu de se réjouir, parurent doublement attristés et, baissant la tête, rentrèrent chez eux. Ma mère n'était pas et ne pouvait pas être de ceux-là. Napoléon ne nous avait pas été assez bienveillant pour que son retour nous fût le moins du monde agréable. Cependant, nous sentîmes parfaitement, elle et moi, que nous étions parmi les menacés. Que pouvions-nous contre ces menaces, elle une femme, moi un enfant? Nous rentrâmes donc chez nous, la tête aussi basse que si nous eussions été bonapartistes. En effet, à partir de ce jour, aux yeux de la population, nous le fûmes. La situation n'était point gaie, la qualification n'était rien moins que rassurante. Il est vrai que, non seulement le journal des débats, mais encore les autres journaux présentaient Napoléon comme un bandit fugitif, repoussé dans les montagnes, traqué en bête fauve par les populations, ayant manqué sa tentative sur Antibes, repoussé de Digne qui lui avait fermé ses portes, et déjà au regret d'avoir hasardé cette action insensée de vouloir reconquérir la France avec 1200 hommes, lui qu'il avait perdu avec 600 000. On attendait donc avec impatience les journaux du 9 et du 10. Sans doute on y apprendrait que l'usurpateur avait été pris, comme l'espérait le journal des débats, et que, conformément aux instructions de la proclamation insérée au Moniteur, un conseil de guerre lui avait fait son procès. Le cas échéant, 24 heures après, il était fusillé dans quelques cours, dans quelques granges, dans quelques fossés, et tout était fini. Pourquoi, au fait, son procès eût-il été plus long que celui du duc d'Enghien? Le journal du 9 arriva. Au lieu des lignes qu'on s'attendait à y trouver, on lut que le fugitif avait été à Castellane, à Barème, et s'était arrêté un instant à Matigny, où il avait lancé une proclamation aux habitants des Hautes-Alpes. Par une marche incroyable chez un si grand stratégiste que l'était Napoléon, le fugitif fuyait sur Paris. Au reste, monsieur le comte d'Artois était parti pour Lyon. C'était bien de l'honneur à faire à un pareil homme que de lui envoyer, pour lui barrer le passage, le premier prince de sang. Il était accompagné du duc d'Orléans et du maréchal duc de Tarente. En outre, une ordonnance royale, rendue sur la proposition du duc de Dalmatie, ministre de la guerre, avait rappelé sous les drapeaux les officiers à la demi-solde pour être formés en un corps d'élite dans tous les chefs-lieux de département. Une ordonnance rendue le même jour mettait en activité la garde nationale de Paris. Le 10, la nouvelle d'une grande victoire remportée par le duc d'Orléans sur l'usurpateur se répandit à Paris et de là en province.
Un officier de la maison du roi avait paru sur le balcon des Tuileries et, agitant son chapeau, avait annoncé que le roi venait de recevoir l'avis officiel que M. le duc d'Orléans, à la tête de 20 000 hommes de garde nationale, avait attaqué l'usurpateur dans la direction de Bourgoin et l'avait complètement battu. Malheureusement, le 12, les journaux annonçaient le retour à Paris du prince soi-disant vainqueur. Le Moniteur annonçait même que Napoléon avait dû coucher à Bourgoin le 9, qu'on s'attendait à ce qu'il entrerait peut-être dans la soirée du 10 mars à Lyon, mais qu'il paraît certain que Grenoble ne lui avait pas encore ouvert ses portes. Voilà où l'on en était des nouvelles à Villers-Cotterêts, en retard d'1 jour sur Paris, lorsqu'éclata une conspiration qui, sans s'y rattacher en aucune manière, présentait cependant une étrange coïncidence avec le débarquement de Napoléon et sa marche sur Paris. On va voir de quelle façon, tout enfant que j'étais, je fus mêlé à cette grande affaire où il allait de la vie et de la mort.